Voilà. C'est ce que me ramènent un peu les élèves, voilà, de temps en temps. C'était quoi votre réaction quand vous avez vu ces enfants vous ramener ces balles? Surprise, attristée que des enfants trouvent ça sur le chemin de l'école. Des balles de Kalachnikov. Ça, c'est du gros calibre. Et c'est là que j'aimerais bien avoir l'avis des policiers, parce qu'on me dit que ce genre de balles traverse facilement les murs préfabriqués que nous avons. Donc, Bonsoir, une directrice d'école primaire qui voit ses élèves arriver avec des douilles ou des balles de Kalachnikov. Ça se passe à Marseille, où il y a toujours autant de règlements de compte, mais ces derniers temps, les victimes et les tueurs étaient souvent des mineurs. Les jeunes sont-ils de plus en plus violents, sans limite? La violence des plus jeunes, on va en parler à Marseille, mais on va aussi se rendre en Eure-et-Loire, visiter un centre unique en France qui accueille des jeunes dont plus personne ne veut. Et puis, comment vivre quand on est parent d'un monstre de violence? On ira à la rencontre d'un homme et d'une femme, parents d'un adolescent condamné à perpétuité pour assassinat. Quand nos enfants nous font peur, c'est le thème de ce 339e numéro de Complément d'enquête. Et pour en parler, nous sommes venus ici, au tribunal de Créteil, en région parisienne. On recevra tout à l'heure une juge pour enfants, un ancien jeune délinquant, aujourd'hui rangé des voitures, et puis une spécialiste de Marseille qui raconte des choses hallucinantes sur deux grandes familles responsables de nombreux règlements de compte. Mais d'abord, notre enquête sur Marseille. 11 morts depuis le début de l'année dans les quartiers nord, des fusillades devant les écoles. Ma vie sous les balles, c'est une enquête de Mathieu Fourou, Guillaume Marc et Frédéric Aude. 25 degrés sur la cité phocéenne. Dans l'air surchauffé des quartiers nord de Marseille, les balles ont encore tué. 3 morts au cœur de la cité Bassins. Un règlement de compte il y a un mois, dans l'unique supérette du quartier. Tous les voisins, comme Zara, y ont assisté. Samedi soir, c'était impressionnant. C'était comme un attentat. Moi, j'étais dans le salon, je pensais que l'immeuble allait s'écrouler. J'habite au-dessus de l'immeuble. Voilà. Mais nous, on a été les premiers arrivés avec mes sœurs sur des lieux. C'était du sang, des cadavres. C'était choquant, c'était. Il était 22 h ce samedi. Dans le commerce, ce soir-là, une douzaine de jeunes et d'enfants regardent un match de foot à la télé. 2 jeunes, armés de pistolets automatiques, surgissent et ouvrent le feu, à 22 reprises. Leur cible, 2 trafiquants tués sur le coup. Une balle ricoche, un innocent s'effondre. Outman, 21 ans, un chauffeur-livreur du quartier qui n'a jamais trafiqué. Bilan 3 morts et 3 jeunes blessés. Le neveu de Zara s'en sort indemne, un miraculé. Du haut de ses 12 ans, Yacine n'est pas passé loin de la mort. Il y a eu un coup de feu et après, tout le monde a commencé à s'affoler. Après, moi, je me suis caché derrière un congélateur. Ça faisait un bruit comment? Fort, fort, fort. J'avais peur. Parce que si c'était des balles et tout, j'avais peur que ça me touche, une balle perdue ou quoi. Même si je savais que c'était pas venu pour moi, c'était venu pour d'autres personnes et j'avais peur qu'une balle me touche. Depuis la fusillade, les habitants se barricadent. La maman de Yacine ne laisse plus son fils jouer dans le quartier. J'ai la rage parce que mon fils, il était là. Il aurait pu laisser sa vie. Hein. Et après, ils ne réfléchissent pas à tout ça. Donc, oui, bien sûr que j'ai la haine. Parce que là, bon, c'est une boulangerie, il aurait pu avoir des mamans, d'autres enfants. Et donc, on serait la cible, on est la cible de tout le monde. Celui qui vient, il peut nous tuer, surtout au cœur de la cité. Bassins, une cité pauvre, dépassée par la violence. Pendant des années, les trafics et maintenant, les règlements de compte. Nous sommes allés à la rencontre de ces habitants des quartiers nord, victimes collatérales de la guerre des cités. Regardez Bassins, ce qu'il y a.
des épaves de voitures. On est abandonné par tout le monde. À croire que nos vies n'ont pas de prix, on n'est pas considérés. Ouais. Militante associative, Zara a passé toute sa vie à Bassins. Elle est née ici. Comme tout le monde, elle subit la présence des dealers, juste en bas de chez elle. Ah! Ferme-la un peu, hein? C'est quoi C'est quoi? Non, ils ont crié, là, comme ils nous ont vus avec vous, avec les caméras, c'est pour ça. Mais c'est pas des petits d'ici, alors qu'ils la ferment. Moi, ici, je suis chez moi, je fais ce que je veux, je reçois qui je veux. Ça vous agace? Mais bien sûr que ça m'énerve. Le cri de colère d'une maman désespérée. Dans son local, Zara accueille d'autres mères de famille, traumatisées par la fusillade. Vous dormez comment? On dort pas. On dort pas, on a peur. On dort tous ensemble, on se dit des je t'aime, on a peur de partir pour rien aussi. C'est pareil pour tout le monde ici? Ben oui, on est tous rentrés. On a tous vu tout le carnage. Le problème, c'est qu'on a tout vu. On a tout, Et nos tout enfants, on n'a même pas essayé de protéger nos enfants de ça. Parce que nous, on était affolés. On était perturbés. On se disait peut-être qu'il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a mon cousin, mon neveu. Donc, la première des choses, on a couru en direction de la boulangerie. Et même en Et donc, du attendant. coup, nos enfants, on ne pouvait pas les laisser seuls ou soit ils pleuraient. Ils nous ont suivis aussi. Et, ben, ma fille, elle peut vous dire, elle a vu des cadavres, elle a vu du sang, elle a tout vu. Malika, 6 ans, est suivie par une psychiatre. Bonjour, Madame Derain. Au lendemain du règlement de compte, la préfecture a envoyé le docteur Derinck, spécialiste des traumatismes. Merci. Elle intervient auprès des victimes d'attentats, comme le Bataclan. Depuis le début de l'année, elle est de plus en plus sollicitée pour se déplacer au chevet des habitants. Non, c'est tout. Déjà, je me demandais comment allaient les petits dont j'avais vu les mamans et... Moi, non, franchement, ma fille, elle va pas bien. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on papote toutes les deux? Qu'on discute? Oui. Ouais. Tu te rappelles qu'on avait discuté toutes les deux, on t'avait fait un beau dessin? Oh, tout ce que tu me dis à la maison, quand tu te bouches les oreilles et tout, j'aimerais bien que tu le dises au docteur. On se met au fond alors, hein? Alors, comment tu vas, toi, depuis la dernière fois? Ça va pas. Ça va pas? Qu'est-ce que c'est qui va pas? Mal au ventre. Ah, elle a mal au ventre. Ah. Et la nuit, elle arrive à dormir? Elle dort, mais elle me réveille. Ah ouais, tu fais des cauchemars? À quoi tu rêves la nuit quand tu fais des cauchemars? Tu t'en souviens? Je pense qu'il y a des jeunes qui cassent la porte de l'entrée, ils rentrent chez nous. Ah, tu rêves dans la nuit, tu rêves qu'il y a des jeunes qui cassent la porte d'entrée de ta maison, c'est ça? Et qui rentrent chez toi, c'est ça? Et ça te fait peur, ça? D'accord. Est-ce que moi je peux te dire que c'est pas possible? Est-ce que je peux te dire que moi, comme je connais ta maman, comme je la vois forte, solide, hein, protectrice, comme elle t'aime, moi je pense que c'est pas possible et que personne ne peut rentrer dans ta maison parce que les adultes ils sont là et te protègent. Mais même dans ces moments de calme, la cité se rappelle à Zara et à sa fille. Ce cri, c'est une alarme lancée par des guetteurs. Des policiers viennent d'investir le quartier. Une descente à l'improviste de CRS armés de flashballs. Les forces de l'ordre resteront plusieurs heures. Ces opérations spectaculaires n'empêchent pas les trafiquants de revenir à leur poste une fois la police repartie. Des gamins qui inspirent la crainte, même aux hommes du quartier, comme Miloud et Adi, les animateurs du club sportif. Oui, il faut la loi, il faut le dire. Ah si tu leur dis une remarque, qu'est-ce qu'ils te font? Arrête-toi. Et si vous leur dites de dégager, les gamins, ils disent quoi? Ben là, ça risque d'avoir des représailles. Même avec un adulte. Même un adulte, même un vieux. Même un vieux. Même de toute façon, on n'a rien à dire, nous. Eux aussi ont été choqués par la fusillade. Leur peur, c'est de se retrouver une arme sous le nez. C'est tous des jeunes, hein. Ils tirent dans le tas? Ils tirent, ils s'en foutent. Et voilà, c'est fini, la mort, elle fait plus peur ici. Oui, ils s'en C'est foutent. fini, les minots regardent des morts comme si c'était naturel, c'est normal qu'il y a des morts. Comme on dit, c'était mieux les anciens bandits. Ouais. Moi, ils avaient de l'honneur, ils savaient. La tête. Il a la retraite, hein, il a la retraite. Hein. Des pères de famille dépassés par la violence des jeunes
Et chez les trafiquants eux-mêmes, la nouvelle génération inquiète. J'étais condamné pour violence aggravée, vol à main armée. Je vendais du shit dans un quartier. Stupéfiant. Du gros face, comme vous appelez. Avec leur gros casier, voilà des années qu'ils sont dans la partie. Ils disent n'avoir jamais vu une telle détermination chez les plus petits. Quand on est trafiquant aujourd'hui, on a peur de se prendre une balle? Ah ouais, là, on sait très bien qu'il faut regarder derrière soi, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri, parce que maintenant, la délinquance, elle est de plus en plus jeune. Maintenant, 16 ans, 17 ans, ils sont déjà là à vouloir montrer qui ils sont, à vouloir se faire un nom et tout ça. Ils ont tellement l'envie de tuer qu'ils ne regardent même plus qui y a autour. En fait, ils veulent la personne, ils l'ont par tous les moyens, en fait. Il a besoin d'argent, lui dire, ouais, il y a 5 000 euros, 10 000 euros, prends ça, va le tuer. Il ne connaît pas, il ne se pose pas cette question. Et des armes, on en trouve facilement dans les quartiers nord. Les saisies ont doublé cette année. Des coups de feu entendus en plein jour, au milieu de la cité, et même à proximité des écoles. Saint-André-la-Castellane, 400 élèves de la maternelle au CM2. Magali Djian, la directrice de la primaire, en a plus qu'assez. Depuis l'an dernier, les enfants font d'étranges moissons sur le chemin de l'école. Voilà. C'est ce que me ramènent un peu les élèves, voilà, de temps en temps. C'était quoi votre réaction quand vous avez vu ces enfants vous ramener ces balles? Surprise, attristée que des enfants trouvent ça sur le chemin de l'école. Des balles de Kalachnikov. Ça, c'est du gros calibre. Et c'est là que j'aimerais bien avoir l'avis des policiers, parce qu'on me dit que ce genre de balles traverse facilement les murs préfabriqués que nous avons. Donc, 10 ans que Magali travaille dans ce quartier sensible. Il y a quelques mois, des tirs ont éclaté dans la cité, à 10 h du matin. Depuis, avec sa collègue de la maternelle, elle se prépare au pire. Si vraiment il y a un danger aux abords de l'école, il faut échapper, pas vers la cité. Il faut échapper par là. Compliqué, évacuer 230 minots rapidement. Nous, évacuer des toutes petites sections. Voilà. De 2 ans et demi, sans créer d'affolement. Mais c'est pas tous les jours qu'on a eu des tirs, c'est pas. Mais on est dans cet état d'esprit. C'est quand même un état d'esprit assez angoissant quand même. Voilà. C'est des choses que j'aurais jamais imaginé avec mon ancienneté directrice, devoir anticiper. Voilà, devoir réfléchir comment protéger des enfants d'intrusion de personnes armées ou de tirs. Voilà, pour moi, c'est pas mon métier d'enseignant. La directrice s'inquiète de voir parents et enfants se résigner à ce climat d'ultra-violence. C'est des drôles de conditions pour grandir quand on a 6-8 ans. Oui, c'est des drôles de conditions, puis surtout, ils banalisent le fait qu'il y ait des armes, ils banalisent le fait qu'il y ait des cris dans la nuit ou des tirs dans la nuit, ils banalisent une certaine violence. Et justement, tout le travail des enseignants, c'est de leur montrer que non, ce n'est pas normal. Quand elle accueille les enfants le matin, devant la grille de l'école, la directrice commence toujours par les interroger sur leur nuit. Les réponses des petits lui font froid dans le dos. C'est arrivé qu'on ait eu des moments où les enfants racontaient que malheureusement ils avaient vu un cadavre en bas de chez eux. C'est exceptionnel, ça a été une fois. Souvent, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils ont entendu tirer dans la nuit, juste en bas de leur chambre, qu'ils ont dû se réfugier dans la chambre des parents. C'est sur ce terrain vague, juste devant l'école, que les enfants ont ramassé les cartouches. Il y avait des jeux d'enfants qui étaient à l'abandon, qui n'étaient plus utilisés, et donc il y avait des impacts de balles sur ces jeux, voilà. Ça servait de cible? Ça servait de cible, ça servait peut-être d'entraînement, parce qu'on retrouvait pas mal de douilles, de balles. D'entraînement à quoi? D'entraînement au tir, je pense, voilà. Des camps d'entraînement, derrière les écoles des cités. À Marseille, la rumeur court depuis des semaines. Face à la polémique, le préfet de police est contraint de réagir.
J'ai eu l'occasion de préciser que nous n'avions pas connaissance de camps d'entraînement. On nous signale parfois des tirs au 17 police secours, hein, mais des camps d'entraînement, c'est-à-dire des endroits où systématiquement il y aurait des tirs de coups de feu, non. Et j'ai du mal à imaginer qu'on puisse avoir un stand de tir dans Marseille un soir, la nuit. S'il y avait des stands de tir, on agirait tout de suite, croyez-moi. Ça, c'est ce qu'on a filmé. Ce sont des balles ramassées par les enfants qui sont ramenées aux instituteurs. Est-ce que les écoles sont en sécurité à Marseille? Alors, les écoles sont en sécurité à Marseille. Quand on nous alerte, on essaie d'être extrêmement présent autour de ces sites qui sont, vous l'imaginez pour nous, des sites très prioritaires. Et d'ailleurs, y compris à la Bricarde, où on avait eu 2 appels 17 hein, en février dernier, on s'était déplacé, on avait pu constater que pour l'un de ces tirs, il était en fait très éloigné, il correspondait à autre chose, et pour l'autre, nous n'avions rien vu. À Marseille, il y a pourtant une élue qui pense que l'État ne prend pas assez au sérieux la sécurité des écoliers. Samia Ghali, la sénatrice des quartiers nord. Depuis plusieurs semaines, elle réclame la construction d'un mur à la Bricarde, une autre cité, pour protéger cette école contre les balles des trafiquants installés juste derrière, dans ce terrain vague. La sénatrice connaît l'omerta qui règne dans ce quartier. Elle a tenu à nous emmener elle-même dans cette cité dont tous les accès sont gardés par les dealers. Une sénatrice et notre caméra saluées par le cri des guetteurs. Même pour les élus de la République, c'est la loi des trafiquants qui s'applique. La loi du silence aussi. Mais non. T'inquiète pas, on le sait, vous inquiétez pas. Pas vous mettre en danger, ni rien du tout. Hein. Aucun habitant de la Bricarde n'a voulu témoigner à visage découvert, car il parle sous la surveillance des dealers qui nous suivent et menacent. La sénatrice ne se laisse pas impressionner. Elle ne supporte pas que les trafiquants puissent opérer ici, au contact direct de l'école. On va monter un mur au niveau d'école parce que d'abord, les enfants doivent être protégés et pas être angoissés parce qu'on retrouve des balles dans la cour de récréation. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On les a eu. Je vais vous dire, on les a eu. Non, c'est pas vrai. On les a eu. Notre interview dérange ces habitants qui en ont marre d'être stigmatisés. Je ne dirais pas de qui parce que oui, c'est vrai que dire des trucs que c'est pas vrai, ça pas existé. La question, c'est aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les choses n'arrivent plus. C'est mon rôle de faire en sorte que les choses aillent bien. Si maintenant tout va bien, qu'il n'y a pas de fusillade, qu'il n'y a pas de... Écoutez, c'est tout ce que je demande. Voilà, et franchement, de vous à moi, c'est le mal que je vous souhaite, qu'il n'y ait rien. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Voilà, et c'est tout ce que je souhaite dans le 15-16. À l'écart du groupe, un homme propose de nous parler, à condition que son visage reste caché. Pour nous montrer ceci, les impacts d'une rafale de Kalachnikov à seulement 40 mètres de l'école. La dernière fois que ça s'est passé, c'était un dimanche à 16h. Donc c'est à tout moment, ça peut arriver n'importe quand. Et étant donné que le réseau est juste en face du jardin, oui, un mur pour la sécurité des enfants, oui, c'est important. Moi-même, j'ai peur. Hein. C'est pour ça qu'en général, quand je viens au jardin, je reste au fond dans le potager. J'évite de rester au niveau de la route. Dans quelques semaines, une grande palissade devrait protéger l'école. Une solution dérisoire qui ne rassure pas vraiment les mamans de la Bricarde. Certaines nous ont confié vouloir quitter Marseille et ses cités pour échapper à l'engrenage de la violence. Depuis notre tournage, 2 nouveaux règlements de compte s'y sont déroulés. 11 hommes abattus depuis janvier. En tout, les fusillades ont fait plus de 100 morts ces 5 dernières années. Et voilà pour cette enquête à Marseille signée Mathieu Fourou et Guillaume Marquet. On se retrouve ici à Paris dans une salle de boxe qui nous accueille, la salle Sweet Boxing, pour parler de jeunes à Marseille ou ailleurs qui feraient mieux de faire un peu plus de boxe, sans doute, et un petit peu moins de deal. On se retrouve avec vous, Marie-France Etchegouin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enquêtrice, journaliste indépendante et vous publiez ce roman vrai, Marseille, le roman vrai chez Stock. Pour la première fois,
vous mettez des noms et des visages sur les victimes et sur les assassins de ces règlements de compte liés au trafic de drogue. On l'a vu dans le reportage, dans cette épicerie, il y a des victimes, il y a des tueurs qui ne sont pas encore arrêtés, on ne sait pas qui c'est. Vous partez d'une histoire réelle, un jeune Kamel de 17 ans qui se fait tuer, et vous racontez toute l'histoire. Oui, en fait, en arrière-fond de ces règlements de compte, il y a une guerre souterraine entre deux clans familiaux. Et moi, je me suis intéressée à un jeune qui appartient à un de ces camps, Eddy. Je raconte donc son histoire. Je ne pensais pas qu'elle me mènerait aussi loin. Elle m'a menée très loin parce que Eddy était en prison, donc accusé du meurtre de ce jeune Kamel. Et comme beaucoup de jeunes détenus en prison, il a fait rentrer un portable. Ce portable était écouté par la police. Et c'est là que ça devient assez fascinant et terrifiant en même temps parce que de ces discussions, on a l'impression que quelque chose de terrible se prépare et quelque chose de terrible va arriver. On a l'impression. Parce qu'elle dit donc de sa cellule des Baumel, il parle à un de ses copains qui s'appelle Banane. Et il lui dit je vais te faire la liste des gens qu'il faut tuer en gros. Voilà, donc il faut rester prudent parce qu'il n'a pas encore été jugé. Mais au milieu de conversations entre le dernier modèle de scooter qui est arrivé sur le marché, le dernier club vidéo, etc., ces jeunes parlent de meurtre, d'exécution, et ça paraît aussi naturel. Et en l'occurrence, il va y avoir un meurtre. Il va y en avoir un, effectivement. Mais cette ultra-violence paraît complètement ultra-intégrée. Et c'est presque aussi naturel que d'aller au stade Vélodrome ou d'acheter une nouvelle console de jeux vidéo. Alors ce garçon donc, qui commandite un meurtre depuis sa cellule, qui est accusé du meurtre du jeune Kamel tué en bas de son immeuble à la Castellane, apparemment lui il l'a tué parce que Kamel l'avait traité de gros cul? Oui, alors là, on n'est même pas dans une histoire de règlement de compte pour du trafic de drogue. On ne sait pas exactement pourquoi Kamel a été tué, mais a priori, c'est pour un mot de travers, effectivement. Et là, le conflit s'est réglé à la Kalachnikov, quand même. Hein. Et alors, ce qui n'a pratiquement jamais été raconté et que vous racontez, c'est qu'il y a quand même deux très grandes familles à la Castellane, donc dans les quartiers nord de Marseille, qui sont responsables à L2, on estime, d'au moins une vingtaine de meurtres de règlement de compte et de morts. À la Castellane et dans tous les quartiers nord de Marseille. Donc, effectivement, d'après la police, ce conflit est l'un des plus lourds et des plus sanglants à Marseille. Il aurait fait une vingtaine de morts. Et ce sont des contentieux qui se transmettent comme ça, presque de génération en génération. Et souvent, certains ne savent même plus pourquoi ils se battent. Mais toujours est-il que là, on se dispute effectivement des pas de porte, des territoires. Parce que ces jeunes... quand on les voit comme ça, ont l'air d'être une espèce de chiens fous complètement incontrôlables. Mais derrière, il y a des enjeux financiers qui sont tellement énormes qu'on en arrive à des règlements de compte, évidemment. Et ce sont des jeunes que les policiers qualifient aujourd'hui d'intelligents, opportunistes et même ultra brillants. Et ils disent qu'ils font presque jeu égal avec le milieu dit traditionnel des corsos marseillais. Et d'ailleurs, ils commencent à passer des alliances entre eux. Donc on n'est pas dans de la petite délinquance de survie. Il y a derrière des enjeux financiers qui sont très très importants. Et ce sont des familles qui arrivent aussi à commencer à s'implanter à Marseille. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous dans le trafic de drogue, ils ne sont pas tous dans l'assassinat et le règlement de compte. Il y a des gens tout à fait honorables. Tout à fait. Ce sont des familles qui ont leurs élus, parfois, qu'on peut retrouver sur les listes socialistes ou sur des listes de droite. Une est même adjointe au maire de Marseille aujourd'hui, qui ont aussi des associatifs qui travaillent sur le terrain dans les quartiers, qui ont des gens qui sont parfaitement intégrés, et puis certains qui ont choisi la filière criminelle, on va dire. Eddy, lui, c'est le petit-fils d'une des figures du banditisme dans les quartiers nord, qui a été assassiné à l'âge de 60 ans. Il a duré un peu plus longtemps que les autres, mais il a aussi deux oncles qui ont été tués, dont l'un s'était plus ou moins retiré des affaires, était devenu producteur de rap. Il avait produit des chanteurs assez connus. Donc voilà, ce sont sont pas des extraterrestres, ces jeunes. Ils sont vraiment intégrés dans le tissu marseillais. Un mot tout de même, Marie-Françoise Tchigouin, sur ce qu'on a montré, nous, dans notre reportage, c'est-à-dire souvent ces trafics de drogue qui sont à 2 pas de l'école primaire et on envisage de construire des murs. C'est quand même assez hallucinant. On a l'impression que c'est l'école qui doit s'adapter à la violence du quartier. Bah oui, ces quartiers sont vraiment sous l'emprise de trafiquants. C'est une emprise à la fois économique. Hein. J'ai beaucoup été à la Castellane, le quartier où est né Zidane, où donc ce fameux Nono dirigeait le trafic de stupes le plus important de Marseille, voire de France. C'est 60 000 euros de chiffre d'affaires par jour, 23 millions par mois.
Et donc c'est une cohabitation forcée avec les habitants souvent, et parfois aussi tacitement acceptée, parce que ce trafic fait vivre aussi des familles entières. Moi j'ai vu beaucoup de mères de famille, j'ai assisté à des réunions où ces mères se retrouvent parce qu'elles ont perdu des enfants, mais il y en avait une qui disait, mais bon, vous pleurez maintenant, mais vous avez accepté l'écran plat sans rien dire pendant des années. Donc effectivement, ces quartiers voilà, ont été mis sous emprise. Merci beaucoup, Marie-France Etchegouin, de nous avoir raconté ces histoires marseillaises pas très connues. Je rappelle donc le titre de votre livre, le roman vrai de Marseille chez Stock. Et on va continuer maintenant à s'intéresser aux mineurs violents qui peuvent commettre les pires des crimes alors qu'ils sortent à peine de l'enfance. Sur l'île d'Oléron, aujourd'hui même, un garçon de 16 ans a été mis en examen pour le meurtre d'une de ses camarades de classe de 15 ans. Une affaire qui rappelle celle du collège Sévenol où un élève de 17 ans avait violé et tué une enfant de 13 ans à peine. Ce garçon a depuis été condamné à perpétuité. Rencontre avec ses parents qui ne l'ont pas abandonné. Mon fils, ce tueur, c'est un reportage de Rola Tarsissi, Olivier Sibyl, Valérie Lucas et Marie Dubois. Ça fait 5 ans qu'il vit reclus dans ce village du Gard, au beau milieu de la garrigue. Vous voyez ça? C'est les cochons qui viennent gratter, quoi. Qu'est-ce qu'ils grattent? J'en sais rien. Dominique et sa famille ont déménagé pour disparaître, pour ne plus avoir à affronter les regards de leurs voisins. On est arrivé ici, c'était aussi... c'était un peu notre volonté de nous planquer, quoi, finalement. Et on y est arrivé à se planquer. Vous voyez, dans la garrigue, on arrive à marcher la tête haute, parce qu'il n'y a personne. Mais après, effectivement, on a toujours ce vieux réflexe de raser les murs, quoi. Cet enseignant avait pris l'habitude de ne jamais raconter son histoire. Depuis quelques semaines, avec sa femme, ils ont décidé de parler. Dominique et Sophie sont les parents de 3 enfants. Le drame qui a frappé leur famille est lié à Mathieu, leur fils aîné. Novembre 2011, l'adolescent, alors âgé de 17 ans, viole et assassine une jeune fille de 13 ans. Agnès Marin était comme Mathieu, élève à l'internat du Sévenol, en Haute-Loire. Son corps a été retrouvé carbonisé dans une forêt aux alentours du lycée. En plus des agressions sexuelles, l'autopsie a révélé 17 coups de couteau. Vous pouvez vous asseoir, merci. Pendant le procès, par respect, disent-ils, pour les parents d'Agnès, Dominique et Sophie Molinas n'ont jamais fait la moindre déclaration publique. À l'audience, les experts psychiatres confirment des troubles mentaux chez leur fils. Mathieu est néanmoins condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, une peine rarissime pour un mineur. Les parents de la victime ont assisté au verdict en pleurs. Je n'exprimerai jamais de satisfaction à l'idée qu'un homme soit enfermé. Tout ça est quand même l'histoire de la vie de ma fille et de la fin de ma fille. Et pour moi, ce sera jamais juste qu'un crève-cœur. Depuis des années, les parents de Mathieu vivent dans la culpabilité et cherchent à comprendre d'où est venue la violence de leur fils. Voilà, c'est celle-là que j'adore, moi. Quand ils sont tous les deux à rayures, là. Ah, je me rappelle du pyjama de Mathieu. Après, on l'avait donné à Margot. Elle l'a mis aussi. Dominique est formateur dans le médico-social. Sophie est comptable. Les premières années de leur vie de famille ressemblent à tant d'autres, ponctuées par les anniversaires, les Noëls, les rentrées des classes et les carnavals. Ben voilà, Mathieu, là, il souffle ses 5 ans. Là, sur les photos, il semble heureux. Il sourit, il a une bonne bouille et il semble être un petit garçon heureux. Vous les regardez souvent, ces photos ou... On les a beaucoup regardées après les crimes de Mathieu, justement, en se disant, tiens, qu'est-ce qu'on a pu louper dans cette histoire-là qui
Et on n'a rien trouvé dans les albums. Hein. Ça a toujours été un enfant adorable, quoi. Calme, docile, gentil, aimant, curieux. Il nous a jamais posé des problèmes de comportement, quoi. Vous voyez. Mathieu était certes dyslexique et rencontrait des difficultés à l'école. Mais à l'époque, aucun signe de trouble mental. On sait aujourd'hui que la maladie était déjà là. Elle s'est révélée dans la violence, à l'adolescence. Été 2010, 16 mois avant le meurtre d'Agnès, Mathieu commet un premier crime. Il a 16 ans et viole une jeune fille de son village. Dominique restera marqué à jamais par le jour de l'arrestation de son fils. Les gendarmes arrivent à la maison, Mathieu était là, le lendemain on partait en vacances. Donc on était en train de charger la voiture. On imagine tout un tas de choses, le shit, voilà, mais ils ont dû aller cambrioler une baraque, je ne sais rien, vous voyez, enfin des grosses bêtises, vous imaginez, vous voyez. Et que là un gendarme vous dit, un petit peu à part, Monsieur Molinas, vraisemblablement c'est un viol, vous prenez un coup qui vous plaque au sol, quoi, qui vous... Ah. Le fils de Dominique est incarcéré. Après 4 mois de détention provisoire, l'expert psychiatre se prononce. L'adolescent ne serait pas dangereux. En attendant son jugement, la justice le libère à condition qu'il soit suivi et qu'il continue des études. Son père se démène pour lui trouver un lycée. Après 18 refus, l'internat du Cévenol accepte de scolariser Mathieu. Au proviseur, vous lui aviez dit quoi sur Mathieu? Au proviseur, j'avais tout dit. Il m'a dit, mais écoutez, de toute façon, votre fils est en prison, votre fils, il est libéré. C'est qu'on va considérer dans l'institution judiciaire qu'il est libérable, et si on considère ça, Mathieu a sa place au Cévenol. L'établissement, aujourd'hui fermé, avait bonne réputation. À l'époque, son fils a l'air de bien s'y intégrer. Il rencontre même une petite amie. Mathieu voit ses parents tous les week-ends. Il est suivi par un psychiatre. Tout semble rentrer dans l'ordre. Jusqu'à cette nuit, du 18 novembre 2011. Fort tard dans la nuit, une gendarme m'a informé, un peu crûment finalement, de ce que Mathieu avait fait à Agnès. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que Mathieu avait violé Agnès, que pour qu'elle se taise, il avait assassiné, et pour faire disparaître son corps, il avait brûlé son corps. Et puis quand elle m'a dit ça, je suis sûr que ça peut paraître choquant. J'avais qu'une obsession, c'était voir Mathieu. Moi, j'ai été persuadé, et ça m'a jamais lâché, quoi, en me disant, mais ton fils est fou, quoi. Alors, j'ai pas d'autres mots, vous voyez. Voilà, je me dis, ton fils est fou, quoi. C'est pas... Et c'est pour ça que je voulais le voir en me disant, de toute façon, il a besoin de toi, quoi. Depuis que Mathieu est en prison, ses parents se battent pour qu'il reçoive des soins. Il a aujourd'hui 22 ans. Depuis 5 ans, une fois par semaine, son père et sa mère se relaient pour lui rendre visite et lui apporter du linge propre. Sophie, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, ça, de préparer le linge de votre fils? Oui, en fait, c'est conserver le lien. C'est la maman qui nettoie le linge, voilà, oui, c'est important. Tant qu'on peut le faire, je le ferai. Éjecte. Cette semaine, c'est au tour de Dominique d'aller voir Mathieu au parloir. Le papa copie un CD que son fils lui a demandé, le dernier album de Renaud.
C'est bien parce que ça nous fait aussi un sujet de conversation. Et ouais, parce que dans la petite salle du parloir, voilà, il faut toujours trouver en amont des sujets de conversation, ouais, qu'est-ce qu'on va se raconter finalement. Je t'appelle en arrivant? Ouais. Allez. Tu l'embrasses? Ouais. Ouais, ça sera fait. Mathieu est incarcéré dans la banlieue lyonnaise, à 3 heures de route. L'aller-retour, l'attente sur place, les 45 minutes de parloir, chaque visite prend la journée. En fait, Agnès, les parents d'Agnès, toute la famille d'Agnès, on y pense tout le temps. On y pense tout le temps. C'est oui, j'appelle ça une obsession. Oui, on y pense tout le temps. Et malgré le temps qui passe, etc., il y a toujours aussi ce sentiment de culpabilité, quoi. Quelque part, notre fils leur a enlevé leur fille. Je sais que quelque part, on n'a pas le droit de le dire, vous voyez, mais oui, je crois que nous sommes aussi des victimes de Mathieu. Vous voyez, que quelque part, le Mathieu malade nous a enlevé notre... Alors nous, on arrive à dire notre Mathieu, vous voyez, on fait la différence entre le Mathieu qui a commis ces actes ignobles et notre Mathieu, le Mathieu que l'on a élevé, celui que l'on connaît, celui qu'on a toujours connu. Vous voyez, ce Mathieu-là, eh ben, nous, on a le sentiment de ne plus l'avoir, vous voyez. Et donc oui, on est victime de ça, quoi. Il a fallu du temps à Dominique pour mettre un nom sur le mal qui ronge son fils. Pour comprendre, avec sa femme, ils ont consulté un pédopsychiatre, le professeur Ruffo. Le problème de ce garçon, le problème de sa famille, c'est aussi que les maladies visibles sont plus faciles à accepter, à interpréter que les maladies invisibles. Un diabète, un cancer, une leucémie, c'est terrible, mais on le sait. Ça, une pathologie psychique, une psychose froide, simple, c'est compliqué. Vous étiez face à des parents perdus qui cherchaient des réponses? J'étais face à des parents qui ne savaient même plus s'ils étaient parents. C'est encore plus compliqué que ça. Ils devaient être dans une attitude incroyable de dire comment rester parent de cet enfant considéré comme un monstre. Et le chien. Être parents, les Moulinas n'ont pas le choix. Car ils doivent aussi élever leurs 2 filles de 11 et 17 ans. Il y a quelques semaines, ils ont publié un livre pour raconter leur histoire. Une histoire dans laquelle des parents se sont reconnus. Certains d'entre eux leur ont écrit. Votre fils n'est certainement pas un monstre, mais il a besoin d'aide, qu'on le soigne et qu'on l'aime. Permettez-moi de vous embrasser avec affection. C'est bien de se sentir un peu enlacé. Voilà. Ça vous a fait chaud au cœur, ça? Oui. Oui. Traversant une période difficile vis-à-vis de mon fils incarcéré, je me retrouve tout à fait dans le ressenti maternel, la culpabilité, la honte, le désespoir et la peur du présent. La honte, la culpabilité, vous comprenez? Oui, tout à fait. C'est quelque chose où je me noie, carrément. Quand on regardait les photos, je pensais aux parents d'Agnès qui, eux aussi, ont de jolies photos de leur joli bébé. À chaque fois que je vois mes filles dans une situation, forcément, automatiquement, le lien se fait. Vous n'arrivez pas à vous dire que vous n'êtes pas responsable? Non. Non, j'arrive pas à me le dire. J'arrive pas parce que
Parce que c'est nous qui avons éduqué Mathieu, c'est nous qui lui avons donné nos valeurs, notre mode de vie, notre fonctionnement, notre amour, notre passion, parce qu'on aime passionnément nos enfants. Une parole rare et encore taboue. Aimer son enfant, malgré ses crimes. Et voilà pour ce reportage troublant signé Rola Tarsissi, Olivier Sibyl et Valérie Lucas. On se retrouve maintenant dans la salle des assises du tribunal de Créteil avec vous, Olivia Klegman, bonsoir. Bonsoir Nicolas Poincaré. Vous êtes juge pour enfants, vous allez nous raconter votre quotidien. Mais d'abord, un mot de ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, c'est donc un mineur qui a été jugé et condamné pour viol et assassinat. Dans ces cas-là, il est jugé par une cour d'assises comme celle où nous nous trouvons. C'est pratiquement une cour d'assises normale, à l'exception des deux assesseurs. Voilà, exactement. Avec tout à le fait. cérémonial. Pour les plus de 16 ans, c'est une cour d'assises. Exactement. Alors, comment ça se passe ici à Créteil au quotidien? On vous amène donc dans votre bureau des jeunes qui viennent de commettre des faits la nuit précédente, le jour précédent, le jour même? Alors, si vous voulez une journée type, si vous voulez que je vous raconte une journée type, alors il y aura le plus clair de la journée, ce sera de l'assistance éducative, ce sera 5 ou 6 familles qui comparaîtront dans notre bureau et on aura à déterminer quel est le problème, quels sont les besoins, que vit cet enfant, quelles mesures doit-on lui appliquer pour qu'il puisse essayer de s'en sortir. Voilà, ça, c'est la protection de l'enfance. Ça, c'est la protection de l'enfance. Qui peut aller jusqu'au placement de l'enfant si vous estimez que les parents ne sont pas... Exactement. Mais il y a aussi la partie répression. Alors, il y a la partie répression, donc l'enfance délinquante. Je sais qu'on en parle énormément en ce moment parce qu'on considère en ce moment, enfin en tout cas c'est ce qu'on entend, que les enfants commettent des actes de délinquance de plus en plus tôt, de plus en plus graves, de plus en plus violents. Et moi je tiens à vous dire que c'est pas la réalité. Voilà. C'est pas ce que vous voyez ici à Créteil? Ni à Créteil ni ailleurs. On a pourtant des statistiques qui disent que la violence des mineurs a été multipliée par 4 en 30 ans. Alors 30 ans, oui, mais Monsieur Poincaré, on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons effectivement des enfants de plus en plus jeunes qui viennent dans notre bureau parce que on nous envoie des enfants qui commettent des infractions qui sont pas forcément extrêmement graves, comme par exemple des bagarres à l'école, des garçons qui seraient amenés par exemple à toucher les fesses des filles à l'école. Avant, ça se réglait devant le directeur ou devant la maîtresse ou devant le professeur. Maintenant, ça se règle devant le juge des enfants, ce qui banalise aussi beaucoup le passage du juge des enfants, enfin de l'enfant devant le juge des enfants. Vous avez l'impression que la violence des jeunes n'a pas bougé, c'est simplement qu'on judiciarise de plus en plus des faits. On judiciarise de plus en plus. Je pense qu'on diabolise aussi la question de la violence des enfants. Je pense que quand il y a des affaires telles que celles que l'on vient de voir, évidemment c'est très choquant, hein, donc évidemment c'est relayé par la presse. Dans l'imaginaire des gens, c'est bah oui, les enfants sont de plus en plus dangereux, de plus en plus violents, commencent de plus en plus tôt, mais je vous assure que c'est pas du tout la réalité. Alors comment ça se passe quand on est juge pour enfants ici en banlieue parisienne? J'imagine qu'on vous amène de temps en temps un jeune qui a arraché un sac à main, qu'on vous amène de temps en temps un jeune qui a participé à un trafic de stupéfiants, qui a volé une voiture. Ils peuvent avoir quel âge les plus jeunes que vous rencontrez qui ont commis ce genre de faits? Ce que nous constatons, c'est que ils commencent peut-être relativement jeunes, hein, vers 14-15 ans. Le gros du parcours délinquant, ça va être vers 15-16 ans. Et puis, les choses vont se tarir et s'arrêter à l'approche des 18 ans. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut constater. En général, ces jeunes qui commettent les faits sont des jeunes qui sont en souffrance, qui manifestent leur souffrance par des actes justement qui sont des actes délinquants. Mais ce qu'il faut qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui l'a animé, pour quelles raisons il a commis ces faits. Donc on essaye de le connaître lui au plus profond de son être, avec les moyens qu'on a, qui sont un peu les moyens du bord. Il faut se dire qu'il faut du temps, qu'il faut de la confiance, qu'il faut de l'énergie, énormément d'énergie, qu'il faut essayer de mobiliser les parents, parce que sans les parents, c'est très compliqué de faire. Mais en même temps, souvent, on a affaire à des parents qui sont toxiques. Alors, il faut aussi travailler avec les parents. Mais alors, à l'arrivée, lorsqu'on vous amène un jeune qui a commis un acte violent, mettons, vous avez quelle possibilité? Vous pouvez l'envoyer en prison à partir de 13 ans?
Alors, on peut envoyer un enfant en prison. Moi, je peux vous dire que ce soit pour les mineurs ou que ce soit pour les adultes, la prison doit absolument rester exceptionnelle. C'est tout à fait important. Ça vous Alors, arrive, vous pensez bien. Ça vous arrive d'envoyer un moins de 16 ans en prison, par exemple? Je ne vous cache pas que ça m'arrive extrêmement rarement. Je ne dis pas que c'est un outil qu'on ne peut pas utiliser. Je ne dis pas qu'il faut être absolument contre la prison, mais je peux vous dire qu'on essaye tout ce qui est possible d'essayer. Donc nous, on a appelé notre émission « Faut-il avoir peur de nos enfants ?» Vous répondez non. Absolument pas. Absolument pas. Il faut les connaître. Il faut savoir qu'on a affaire à une population forcément qui est jeune, donc forcément une juridiction, des juridictions aussi qui sont spécialisées, parce que ce sont des êtres en devenir. On ne va pas juger un enfant. Quand je dis enfant, c'est entre 0 et 18 ans, comme on va évidemment juger un adulte, donc on aura des outils qui vont être adaptés. Mais bien sûr que non, il ne faut pas avoir peur des jeunes, bien sûr qu'il faut avoir confiance en eux, parce que les jeunes sont pleins de ressources, et nous, on doit avoir cette énergie pour justement aller chercher chez le jeune ce qu'il y a de bon et ce qui fait qu'il s'en sortira. Voilà, et c'est ce qui nous anime tous les matins quand on vient au tribunal. Merci beaucoup, Olivia Kligman, juge pour enfants ici au tribunal de Créteil. Merci pour votre accueil. On va maintenant partir justement dans un de ces centres dont on parlait, où l'on accueille des mineurs, soit envoyés par la justice, soit par l'aide sociale à l'enfance. Mais dans les deux cas, ce sont des jeunes qui sont passés de foyer en foyer et d'échec en échec. Dans ce centre qui s'appelle l'ISEMA, les portes sont ouvertes, mais on compte tout de même 28 adultes pour s'occuper de 12 ados seulement. On les appelle, ils s'appellent eux-mêmes les Incasables. C'est un reportage de Fedora Marianne Green, Irène Bénéfice, Violaine Vermogo et Michael Bozo. Quelque part au milieu de la Beauce, voici Illier-Combray. Cette petite ville sans histoire accueille depuis 7 ans une structure unique en France, l'ISEMA. Son surnom, le centre de la dernière chance. Dans cet internat très particulier vit une douzaine d'ados. Ils ont entre 12 et 18 ans. On les appelle les Incasables. Filmez pas, je vous dis. Je vous dis, filmez pas. Violents, fugueurs, certains ont même mis le feu à leur précédent foyer. Plus aucune structure n'est prête à les accueillir. Passe-moi tes couverts, s'il te plaît. Alors ils se retrouvent placés ici, dans ce centre aux airs de colonie de vacances, mais aux règles surprenantes. Loin des centres fermés, loin des méthodes à la dure, à l'ISEMA, pas de contraintes. Les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent, ou presque. Reste assis. Jeudi matin, il est 10h30. La plupart des jeunes dorment encore. Normal, chacun se lève quand il veut. Exceptionnellement, Stéphane, l'homme de maintenance, vient réveiller Milan. Ils avaient rendez-vous pour une activité. L'adolescent a 1 heure de retard. Oh. Un réveil en douceur. Je t'arrive, ma vie. Oh. Tu te lèves. Tu te lèves, c'est bon? Je vais préparer un jeu? Ouais? Ok, à tout à l'heure. C'est pas levé ce matin? Non, il s'est pas levé. 1 fois, 2 fois. Et là, vous n'allez pas le forcer à se lever? Petit à petit. Petit à petit, je vais retourner. S'il faut que j'y retournerai un quart d'heure, après, 1 demi-heure, etc. Ici, on ne marche pas à l'autorité, à la discipline. L'idée, c'est de respecter le rythme des ados. Tu viens manger? Oui. Oui, bah viens, on va manger. On passe à table. La table est mise pour tout le monde. Mais ce jour-là, seuls 2 pensionnaires viendront déjeuner. Pour Isabelle, une des maîtresses de maison, ça ne pose pas de problème. Alors, comment ça se passe, l'heure du repas, ici? Alors, je mets la table, je prépare les repas et puis les jeunes viennent. Alors, on va les chercher, en fait. Les éducateurs vont les chercher. Et là, ils sont où? Alors, certains sont encore dans les chambres. Certains dorment. Donc, ils vont se lever sur le coup des 15h et puis ils vont me dire, j'ai faim. Pas d'heure fixe pour les repas. Isabelle est toujours là pour leur préparer un encas. Ici, elle s'occupe de tout. Les ados peuvent l'aider, mais seulement s'ils en ont envie. Quoi? Une des seules règles, garder sa chambre propre. Il arrive tout à l'heure, il m'a dit d'ici 1 demi-heure, il arrivait. Une tâche compliquée pour Maxime, 16 ans.
Battu dans l'enfance, il est devenu un ado ultra-violent. Il y a du boulot ou pas? Ça se voit, non? Oh là là. Juste le temps de ranger un peu. Par quoi tu veux commencer? Par le parterre? Dans un foyer normal, les éducateurs, ils aideraient comme ça, aussi gentiment que vous? Je sais pas, oui, je pense, j'espère. Ouais. Je sais pas. J'ai fait, mais t'es malade ou quoi? Non, ils le font pas, je sais pas, moi, j'ai pas été dans d'autres foyers encore. J'avais 15 ans quand je suis à mon ancien foyer. Du coup, ils m'ont dit, bah en gros, bah, vu que t'es près de la majorité, bah tu te démerdes en gros. Bah je me suis démerdé. Ah, mais là aussi, t'es près de la majorité. Ah, mais c'est pas pareil, parce qu'ici vous aidez, tu vois. Tu vois, dans les autres foyers, moi je sais que j'ai fait des choses lors d'aujourd'hui, maintenant j'ai pas envie de la refaire, je sais pas moi. T'as plus envie de les refaire? Bah ouais. Tu faisais quoi, par exemple, dans les autres? Bah j'ai eu beaucoup d'histoires parce que j'ai fait des dégradations. Vu que j'étais tout seul et que avec ma mère c'était compliqué. Donc du coup bah on va dire que j'ai pété les plombs et du coup j'ai fait des dégradations et voilà. C'est pour ça ici ça m'aide parce que je suis pas tout seul. Je sais que même le soir, je sais que je suis pas tout seul. Je sais qu'il n'y a pas qu'un veilleur, je sais qu'il y en a deux, je sais qu'on peut m'aider. Je sais que si j'ai un problème je peux en parler, il n'y a pas de problème. T'es bien ici? Voilà. Et avec Léa, tu t'entends bien alors? Ouais, ça va. Malgré que des fois elle casse un peu la tête. Hein. Ah bah oui, attends. C'est pas toujours. Il est magique. Longtemps replié sur lui-même, Maxime réapprend ici à créer du lien, à faire confiance. Milan, lui, a réussi à se réveiller ce matin. Il accompagne Stéphane au supermarché. Donc 2 thermomètres, il faut. C'est un nouveau pensionnaire. Il a 16 ans. Première à gauche, c'est là. Il sort à peine de prison. Tu regardes le thermomètre. Je sais même pas c'est quoi ça. Thermomètre, la température. Ah oui. Il a été condamné pour trafic de drogue et vol avec violence. Tu vois ce que je veux dire? Moi je préfère ça. On va prendre un comme ça déjà. Comme ça? C'est sûr. Quand il a envie de travailler, il travaille. Quand il n'a pas envie, je le laisse. Mais je lui explique après. C'est pas que j'ai envie de travailler, il peut venir. C'est pas que j'ai pas envie, c'est je le réveille comme ça. C'est autre chose. Ça c'est le réveil ça. L'ISEMA est sa dernière chance. Si ça ne marche pas, c'est retour derrière les barreaux, en centre fermé. Ça te fait quoi de pouvoir un peu sortir quand tu veux? Ça fait du bien. Ça change? Ah bah oui, grave, oui. Et avant, c'était quoi un peu? C'était dans ta cellule, tout le temps. C'était chiant. Être enfermé, rien à faire, t'as pas le droit d'appeler personne, t'as pas le droit de fumer, t'as pas de télé, t'es embourbé, oui, t'es de la merde là-dedans. Ouais. Et le fait d'être ici, d'être au centre, tu le perçois comment pour toi? Bien. Je me sens bien. Je me sens tranquille. Ça fait du bien de trouver la liberté, prendre l'air. Ouais. Tu commences déjà par le haut et après tu finis par le bas. Ah, je suis petit, viens voir. Je suis petit. Oui, là, je suis petit, moi, je vois pas clair. Rendre les jeunes autonomes, leur redonner le goût de l'effort sans jamais rien leur imposer. Dans ce centre, il reste en moyenne 1 an et demi. 12 ados en colère, encadrés par 28 adultes. Voici le directeur, Gilles Pin. Il est là depuis le début et n'a rien laissé au hasard. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez, il y a des baies vitrées partout. Donc, ce qu'on a vécu, ni une ni deux, les enfants, quand ils sont en crise, ils cassent les carreaux, ils prennent des cailloux, ils les défoncent à coups de pied. Et ce qu'on a fait, c'est tout de suite, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, puisqu'on remet les carreaux, on va mettre un film miroir à l'intérieur. Ce qui fait que du coup, ça change complètement la situation. C'est-à-dire que l'enfant, quand il arrive devant pour pouvoir casser la porte, le carreau, en fait, il se trouve en face de lui. C'est moi en train de casser, quoi, je veux dire. Donc ça a un effet. En tout cas, ça a fonctionné parce que depuis facilement 3 ans, 4 ans maintenant, on n'a plus du tout de casse à cet endroit-là.
5 fois par jour, lui et ses équipes se réunissent pour faire le point. Qui rentre ce soir? Oui. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce qu'il va chercher? À l'ordre du jour, un inquiétant vol de clés. L'histoire du badge, c'est quoi? Donc, hier soir. Hier soir, je le vois sortir. Je dirigeais par là, donc arrivé à la porte du pôle soin. Il était caché dans le fond, derrière l'armoire. Alors j'ai dit, bah, comment t'es rentré? Il me dit, bah, j'ai une clé. Donc, il avait ouvert quelle porte? La porte où il y a les médicaments, où il y a le... Ah ouais. Je lui ai demandé où il avait eu la clé, il m'a dit qu'il l'a trouvée. Mais en fait, c'est les clés qui... C'est les clés de Gilles? C'est les clés à Gilles. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a avoué le truc, en fait, ce matin. D'accord. Le directeur va tout de suite à la rencontre du garçon de 17 ans. T'as 5 minutes, s'il te plaît? Mais pas question de le réprimander. Il veut juste entendre sa version. Bon, c'était quoi l'embrouille alors? C'est le 1er avril, ça s'est passé à la base. Poisson d'avril, c'est ça que tu vas me dire? Non. Ah bon? À la base, oui. Je pensais qu'il allait s'en apercevoir quand on était dans la voiture. Attends, qui il? Gilles. Gilles, tu l'as pris où le truc? Dans la voiture. Dans la voiture, il l'avait laissé dans la voiture, tu le prends dans la voiture, tu le caches dans un buisson Oui. pour lui faire une blague 1er avril? Oui. C'est ça, ok. Ouais, mais attends, moi j'ai pas que ça comme histoire. J'ai aussi le fait que après tu te retrouves dans l'infirmerie. Oui, je voulais... hier soir, j'étais vraiment au déjeuner de tabac et pensant qu'il y avait eu tabac dans le pôle soin, je voulais aller voir. Ouais, bon, c'est pas terrible. Hein. Je sais. Tu l'as pas vu, Gilles? Si, ce matin. Tu t'es excusé? Oui, je me suis excusé, je lui ai rendu la clé de son local en même temps là. D'accord. Mais bon, première et dernière fois, hein. Bah, on va la jouer comme ça. J'aurais pas dû avoir première fois, mais bon, voilà. Pas de punition pour Julien. Le credo du directeur, c'est la communication et la confiance. Il s'inspire de la méthode américaine Palo Alto, jugée laxiste par certains. Est-ce que ça fonctionne, ce genre de technique? Parce qu'on peut se le demander. Nous, on voit ça, une conversation, et il ne va plus le refaire. Eh ben on verra, ça je sais pas. Après, moi je pense qu'il va pas refaire ce genre d'affaires, mais c'est le pari qu'on fait, quoi. Je veux dire, sinon, quelles sont les autres méthodes? On va dire, bon, ok, t'as essayé de gruger l'éducateur, donc on va faire une sanction, et puis on va monter en pression, alors que la prise de conscience de ce qui s'est passé, la stupidité du geste, en fait, suffit d'elle-même à partir du moment où il y a le dialogue, mais on a une bonne relation avec lui, donc on n'est pas dans un truc... On va les amener progressivement à faire des choix et à assumer les conséquences de leurs choix. Et pour nous, ça, c'est les premiers pas vers l'autonomie. Avec ces incasables, le directeur en est sûr. Les sanctions ne fonctionnent plus. Pour les remettre sur les rails, il veut les responsabiliser. Les jeunes gèrent eux-mêmes leur argent de poche, 10 € par semaine. Ils sont même libres de sortir seuls. Voilà. Allez, je te fais ton autorisation de sortie. Donc, tu sors de quelle heure à quelle heure? Je sais pas. De 13h30 à... Je sais pas, 21, je crois. 21h? Ok, bon, c'est... Hop. Des fois, ils prennent le train en autonomie, ils vont à la gare, ils vont à Chartres, ils calent leur retour, nous, on sait à quelle heure ils reviennent. Voilà, donc, on peut pas toujours être derrière eux, quoi. Ils ont quand même 17 ans, on va pas quand même leur tenir la main tout le temps. Ça leur permet en même temps, quand ils vont avoir 18 ans, d'être quand même sans édu derrière leurs fesses. Et d'être... C'est pour ça, donc c'est très important, quoi. T'as rien à rajouter, là? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eric est autorisé à sortir 4 fois par semaine. Cette fois-ci, il a demandé à voir des copains. C'est Gilles qui l'emmène. Mais avant de partir, Milan vient les saluer. Ah mon pote. Ouais, et toi? Tranquille. Ce jour-là, le garçon est de mauvaise humeur. Enlève ta caméra, wesh. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Enlève ta caméra, wesh. Y a pas de caméra, là, tu me fais Sur quoi, la là? tête de la mère, tu rentres encore une fois, ta caméra, je la casse. Ouais, je parle avec toi normal, regarde, il filme. Mais il filme rien. Mais ils sont souvent comme ça à réagir. Ça arrive. Ça arrive. Ça prévient pas, non? Non, pas du tout. Comment Bon, vous après, gérez c'est pareil, il faut savoir les prendre. C'est-à-dire? Bah, disons qu'il faut pas rentrer dans leur jeu. Donc quand ils montent haut comme ça, je me mets pas plus haut qu'eux. Sinon c'est facile. Donc à la limite, je lui fais comprendre qu'à la limite, par la parole, que moi je fonctionne comme ça et que ça fonctionne pas trop mal, quoi.
Ah, celle-là, elle est pas mal aussi, celle-là. Ah, il aime bien celle-là. C'est la tienne, arrête, c'est toi qui l'aime bien. Oh putain, c'est parti. Où sont les filles? Gilles et Eric se connaissent depuis 2 ans. Ils sont devenus complices. Autrefois très violent avec ses proches, Eric semble s'être aujourd'hui apaisé. Bientôt majeur, il va devoir quitter le centre. Mais qu'est-ce qui va se passer à 18? Je me casse. Et tu sais ce que tu vas faire un peu? Ouais, je cherche un CAP. Un CAP en quoi? Carrosserie. Carrosserie? Ouais. Bah, je l'avais commencé cette année là, au lycée, mais j'ai abandonné. Et pourquoi? Bah, parce que ma mère était gravement malade et qu'elle est décédée au mois de novembre. Donc c'est pas grave. Mais donc je savais que ça allait arriver un jour, donc j'ai préféré niquer 2 ans d'études quoi et rester avec elle. Parce que, il y a 5 ans là bientôt j'ai perdu mon père et là ma mère, donc je préférais pas faire la même erreur qu'avec mon père quoi et profiter de ma mère à 100%. Et donc après l'ISEMA, tu rêves de quoi? Moi je sais pas, un petit appart, mon travail, une copine, voire avec des enfants et après on fait la vie quoi. Bon bah bonne journée, on Et bah profite bien. Ouais merci. Allez Gilles. Allez, à demain. À demain. Ce qu'il faudrait avec ces... c'est qu'il faudrait le suivre encore un peu après 18 ans. Les suivre pendant 6-7 mois dans l'appartement où ils sont et faire des démarches avec eux, leur trouver quelque chose, pas les lâcher comme ça quoi, d'un seul coup. Quoi. C'est vrai que ça peut être une trahison. C'est vrai que c'est pas facile, moi des fois ça me fout j'ai un peu des boules quoi. Les gamins ils partent comme ça du jour au lendemain et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ces ados abîmés et violents, que deviennent-ils à la sortie du centre? Il n'existe aucune statistique, mais certains ont réussi à se construire une vie normale. Tu as fait, mais doucement dans ta main. Caroline en fait partie. Ça, je vais pas y arriver. C'est qui a des ongles? 2 ans après son départ, elle vit aujourd'hui en couple et travaille comme agent d'entretien. Comme chaque semaine, elle est de passage à l'ISEMA. Oh, arrête tes conneries. Je vous fais couler du café déjà, vous plaignez pas? Puis quand on va pas bien, nous fait rigoler aussi. Elle nous raconte sa vie d'après. Il y en a qui sont plus durs, d'autres qui sont plus souples. Fallait que j'apprenne à me débrouiller, fallait que j'apprenne à gérer mes sous toute seule. Il y avait plein de choses, fallait que je trouve un boulot, fallait que je me bouge les fesses pour pouvoir m'en sortir. Comme j'étais plus à l'ISEMA, il n'y avait plus personne derrière moi. Donc je me suis débrouillée et puis même si ça a été dur, j'ai réussi à m'en sortir et je venais quand même régulièrement à l'ISEMA pour avoir quand même encore des conseils venant des éducateurs, des chefs de service ou des jeunes. On s'entraidait ensemble. C'est un pilier un petit peu ici, non? Oui, et ça restera mon pilier. Ça t'a appris quoi, l'ISEMA? Beaucoup de choses. Que dans la vie, il fallait accepter l'aide des autres, de pas toujours s'enfermer sur soi-même, qu'il faut apprendre à affronter la réalité des choses. Quand on va mal, c'est pas de redonner notre mal à la personne. C'est de le garder pour soi et d'aller parler aux personnes au lieu de les taper, quoi. Et ça, l'ISEMA t'a aidé à le comprendre? Maintenant, au début, oui, j'étais violente tout le temps en train de... Et maintenant, c'est fini. De toute manière, j'ai plus la force d'être violente. C'est plus à l'intérieur de moi. Les jeunes restent ici 2 ans maximum. C'est la règle. 2 ans pour les faire sortir de la spirale de la violence. Et voilà pour ce reportage signé Fedora Marianne Green et Violaine Vermeaux-Gault. On est toujours au tribunal de Créteil en banlieue parisienne avec maintenant Jean Gabin. Bonsoir. Bonsoir. Jean Gabin, c'est un pseudo, hein, ça s'écrit comme ça, comme voilà. Sur votre dernier livre À l'Est. Vous êtes aujourd'hui donc écrivain, on vient de le voir, vous êtes aussi rappeur, acteur, après avoir été
dealers, braqueurs, taulards. Vous avez connu la prison dès 18 ans et même les centres, comment on appelait ça à l'époque, les CTE, centre technique éducatif. Ouais, les centres de maisons de correction. Les maisons de correction, Voilà. voilà ce qu'on disait à l'époque. Vous allez nous en parler de ces maisons de correction. Celle qu'on vient de voir il y a quelques années, on aurait appelé ça une maison de correction, sauf que c'est tout ouvert, donc très peu d'adolescents, beaucoup d'éducateurs. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben, de ce que j'ai vu, c'est les vacances. Si vous mettez au diapason de l'élève ou je sais pas quoi, j'ai vu un gus qui se lève à 10h et que son éducateur a dit non, je viens de réveiller à 10h30, à 10h15 ou à 10... Ils sont 25 pour 12 mecs. Je crois que c'est trop cool. C'est les vacances. Ouais, mais l'argument, c'est que ce sont des jeunes sur qui on a essayé des méthodes plus coercitives, des centres fermés, des foyers plus difficiles, ça marchait pas. Donc on se dit on va essayer le foyer ouvert. Mais vous dites... non, moi là ce que j'ai juste vu des caractériels et pas autre chose. Nous on était réveillés, il était 7h30, à 8h moins le quart on était au taquet, à 8h on était comme tout le monde. Alors votre histoire, pourquoi vous êtes si jeune dans des foyers? C'est parce que votre père a tué votre mère? Tout à fait. Donc je me suis retrouvé à l'assistance publique. Et de l'assistance publique, après on vous dispatche où on peut. Voilà. Et moi je me suis retrouvé à Saint-Pierre-d'Albigny, au-dessus d'Albertville. Donc dans un foyer très direct, beaucoup voilà. de sport, beaucoup de sport. L'apprentissage d'un métier. Voilà, l'apprentissage d'un métier. J'ai fait 5 ans là-bas. Voilà. Et on vous lâche à 18 ans. Mais on vous lâche dans la nature à 18 ans. Et alors là, vous n'avez pas tardé ça a pris 5 mois. Et je me suis retrouvé après la première fois de ma vie à Fleury-Mérogis. Parce que vous aviez fait quoi en 5 mois alors? En 5 mois, j'ai cherché des petits boulots, mais en vérité, j'allais voler un peu. Fallait manger. Puisqu'il y a un truc, faut que les gens comprennent. Vous avez 18 ans, vous êtes majeur. C'est fini. Plus personne ne va s'occuper de vous. Il va falloir que vous vous débrouillez tout seul pour essayer de trouver quoi que ce soit. Et alors Fleury-Mérogis, quand on arrive à 18 ans, ça représente quoi? Vu que j'étais en maison de correction avant, pour moi, la seule chose qui m'a embêté, c'est le blaze prison, le mot prison. Pour moi, c'était comme si, je venais d'échouer. Voilà. Mais le reste, j'étais en maison de correction, que c'était beaucoup plus difficile qu'en prison. Donc quand je suis arrivé à Fleury-Mérogis, pour moi, c'était, je rigolais tout seul. Alors en foyer dès 10 ans, en prison dès 18 ans, en prison pratiquement jusqu'à 30 ans. Quand on voit les reportages qu'on a passés ce soir, notamment tout à l'heure à Marseille, où on voit des gamins de 15 ans participer à des règlements de compte tirés à la calache, est-ce que c'est nouveau ça? Est-ce que ça existait il y a 20, 30 ans? Non, ça n'existait pas. Tout a changé, tout s'est accéléré. Voilà. Avant, vous n'aurez jamais vu un jeune de 14 ans ou 15 ans vendre de la drogue. Je parle juste de hashish, je parle même pas de drogue dure, puisque c'était pas dans la mentalité. Tout a changé. Avant, les jeunes déjà de 14 ne traînaient pas avec ceux de 18 et ceux de 18 ne traînaient pas avec ceux de 25. Il y a tellement de choses qui ont changé. Donc cette délinquance entre 14 et 18 ans, elle est nouvelle, Elle est neuve, elle est neuve. Avant, c'était juste un mec qui chapardait, etc., etc. Aujourd'hui, c'est pas ça. Parce qu'on a un modèle qui s'appelle le flouze, l'argent, le fric. Donc à partir de là, vous n'arriverez pas à faire changer la mentalité des jeunes. Puisqu'aujourd'hui, on nous dit, par exemple, un gars comme ces gars-là, que vous avez raté votre vie, vous n'avez pas une Rolex à 20. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ces gamins? Parce que souvent à 14 ans on est encore un gamin, extrêmement violent, extrêmement dealer, extrêmement trafiquant. Tout à l'heure on était ici avec une juge pour enfants qui disait la prison n'est pas la solution. Non, la prison c'est pas la solution, puisque la prison elle peut vous ramener justement à avoir un degré pire que quand vous êtes arrivé. Moi je suis rentré en prison pour, c'était quoi, chapardage là, et j'étais avec un gus qui s'appelait José. J'avais 18 ans, il avait 36, et pendant 15 mois, j'ai appris à braquer en théorie. J'ai fait de la théorie pendant 15 mois. Tu fais ça, et ne parle pas beaucoup, et des yeux agressifs, soit calculateur, et reste le moins de temps possible. Donc voilà. votre métier de braqueur, vous l'avez appris? Je l'ai appris à Fleury-Mérogis. Et je ne l'ai pas appris autre part. Alors, mais si la prison, c'est pas la solution, c'est quoi la solution? Il faut un peu plus d'autorité, c'est vous qui nous le dites. L'autorité, il faut de l'autorité, mais on est arrivé dans une époque où l'enfant roi, je suis désolé, vous faites vos courses, vous regardez les gens dans les rayons, il y a des petits qui se roulent par terre. Jonathan Ouais, mais Jonathan, il s'en fout, il va continuer à se rouler par terre. Voilà. Il faut de l'autorité, mais pas trop d'autorité non plus, parce que c'est pas des soldats, vous n'allez pas en faire des soldats. Il faut aussi comprendre la souffrance des gens, et c'est pas en ayant 25 éducateurs
c'est-à-dire 3 éducateurs pour un gus, que ça va changer quoi que ce soit. Au contraire, là, je deviens vraiment l'enfant roi et à chaque truc, je vais faire mon caca nerveux. Non, je suis pas ça. Ben, il est hyperactif. T'en sais quoi? T'es même pas psychologue. Donc voilà, il y a des trucs. Et il faut que les gens comprennent aussi une chose. Le ministre de la Jeunesse, il a 60 berges. Qu'est-ce qu'il connaît des jeunes? Voilà. Merci beaucoup Jean Gabin pour votre regard donc, sur notre sujet de ce soir, la violence des jeunes. Voilà pour ce 339e numéro de complément d'enquête. Est-ce qu'on voulait dire ce soir sur ces adolescents victimes ou auteurs de violences? Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Joël Bruandé et Clément Castex à la rédaction en chef. Louise Bernard à la préparation des plateaux. Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, un nouveau numéro de complément d'enquête sur la saga Barrière et ses casinos. Très bonne soirée sur France 2.